Salut les amis, salut la famille, comment allez-vous? Les dernières vidéos abordent plutôt les sujets intellectuels. Je me suis dit, je vais prendre un peu de temps puisque je vous parlais du docteur Alpha Boukari que je vous ai présenté sur cette chaîne. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo-là, je vous invite tout de suite à aller la regarder. Le docteur Alpha Boukari est un SDF, donc quelqu'un qui a fait énormément d'études. Franchement, il a passé sa vie à faire que des études, que des études, que des études. Et à un moment donné de son parcours, il s'est retrouvé à la rue par un concours de circonstances avec sa femme, également avec le décès de sa mère. Il s'est retrouvé à la rue, il bat les pavés de Paris. Cette histoire m'a semblé très intéressante parce que figurez-vous que c'est quelqu'un qui a quand même un doctorat. Waouh! Ouh! Qui dit doctorat dit on a fait pas mal d'études. On a eu un master, ensuite on fait 3 ans d'études dans le domaine classique. Avoir un doctorat dans le domaine classique, c'est que tu fais d'abord un master 2, donc 5 ans d'études après le bac, pour ceux qui ont été réguliers. Et ensuite, après le bac, donc après 5 ans d'études, tu prends en plus 3 ans d'études, donc ça fait de toi un docteur. Donc tu vas faire une soutenance dans telle ou telle thématique, tu te choisis un sujet de recherche, et à partir de là, tu auras moitié cours universitaire, école doctorale, et moitié stage en entreprise. Et c'est souvent des stages donc à l'université, moitié laboratoire. Pour ceux-là qui sont dans des parcours non médecine ou alors pharmacie, etc. Pour ceux qui est médecine et pharmacie, dentaire, et ça se passe, les stages se passeraient en industrie, en libéral ou alors dans des entreprises qui ont des filiales pharmaceutiques, etc. Donc, ça dépend de la filiale qu'on choisit. Toujours est-il que cette histoire de Alpha Boukari m'a interpellée. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. Vous pouvez aller la regarder. Je vous le rappelle. Mais à partir de là, j'ai dit, waouh, on peut faire autant d'études. Sauf que la particularité de docteur Alpha Boukari, sa particularité, c'est que il est autodidacte quand même. Waouh, encore plus. Parce que autodidacte, c'est que en fait, tu fais une soutenance de par tes propres compétences qui sont reconnues par les pairs, qui sont reconnues dans le milieu académique, et c'est doublement du travail, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et que tu arrives à être reconnu dans le domaine par tes propres recherches. Waouh, excellent, excellentissime. Et ça se vérifie même par sa prise de parole. C'est-à-dire que lorsqu'il prend la parole, tout ce qui sort de lui, de ce qu'il dit, malgré qu'il batte les pavés de Paris, mais c'est simplement waouh, quoi. Oh, waouh, ce monsieur, il a autant de connaissances. Mais ça, c'est quasiment, je dirais pas un fou, mais non, il n'est pas fou. Mais quand il ouvre la bouche, quand on le regarde à première vue, on se dit, mais lui, c'est fini là. Mais non, lorsqu'il ouvre la bouche, je dis, waouh, toutes les connaissances, ces connaissances, c'est quasiment une encyclopédie, c'est quasiment un livre à ciel ouvert qui traîne dans les pavés. Incroyable, incroyable, incroyable. Et à partir de là, je me suis dit, waouh, mais je vais vraiment faire des vidéos qui vont un peu éclaircir les choses à ce niveau-là, parce que c'est une histoire qui m'a vraiment touchée. C'est quand même un doctorat autodidacte, reconnu par les pairs, il a soutenu, maître de conférences, chercheur, etc. Oh, chapeau bas, quoi. Chapeau bas, mais se retrouve dans les pavés de Paris. Et j'ai donc fait une série de vidéos dernièrement, enfin, vous pouvez aller les regarder, je les ai mises en ligne, où je me suis posé des questions. Tu es docteur. C'est vrai que docteur, c'est excellent. Mais docteur en quoi? Le choix des études est très important. C'est pour ça que j'y vais vraiment creuser un peu cette partie de choix des études. Tu choisis quoi comme étude? Que tu sois de la diaspora, ou alors que tu sois même des pays occidentaux, tu choisis quoi comme étude? Parce que c'est pareil. Les études que tu vas choisir vont te propulser ou alors peuvent te ramener en arrière. Donc, c'est très important de pousser nos enfants dans des études pour lesquelles ils sont capables. Mais le cas du docteur Boukari, c'est un peu particulier parce que lui, il a eu des problèmes familiaux qui l'emmènent à ça. Mais ça me ramène quand même à faire une critique en parallèle sur le fait que
Quand on pousse nos enfants à faire des études, est-ce qu'on les pousse dans des études qu'ils peuvent faire, qu'ils doivent faire, ou alors qu'ils sont capables de faire? Quels sont leurs conseils à partir de leurs propres aspirations, ou alors à partir de nos propres aspirations? Parce qu'il y a également certains parents qui poussent les enfants à faire des études que eux-mêmes auraient rêvé faire. Oh, j'aurais aimé être dentiste. Oh, mais j'ai pas réussi, j'ai pas pu. Eh bien, moi, je vais faire. Mon fils fera dentiste. Ma fille va faire dentiste. Ah, surtout pas. Surtout pas. Il faut que tu pousses ton enfant dans des études que ton enfant peut faire. Bon, c'est vrai également que certains enfants sont un peu flemmards, même s'ils sont très brillants, mais sont un peu flemmards. Mais c'est à toi de guider. Il aime faire quoi? Qu'est-ce qui peut l'intéresser? Mon fils aime parler. Bon, mais il peut être bien en tant qu'avocat. Il aime parler, il aime tchatcher. Il a aussi le brain. Il est aussi intelligent. Il capte vite. Je vais peut-être le pousser à être avocat. Je vais le pousser à être médiateur de quelque chose. C'est la communication, journaliste. Bon, il faut aussi savoir, hein, pour certains métiers, il y a quand même toujours des pieds, enfin, il y a des métiers plus ou moins où le milieu est un peu pas très bon. Donc, il faut aussi voir ce côté-là. Ton enfant veut faire quel métier? Est-ce que le milieu est comment? Est-ce que c'est un milieu qui va le favoriser ou alors c'est un milieu qui ne va pas du tout le favoriser ou alors c'est un milieu qui est connu être un milieu salace? À toi de voir également et à ton enfant également. Donc, partir des aspirations de l'enfant aussi. Aussi. Pas parce que toi, tu le veux, mais parce que l'enfant, tu peux voir que cet enfant aime faire ceci, aime faire cela, aime. Et à partir de là, il n'y aura pas de sous-métier. Si tu pousses l'enfant à ce qu'il aime faire, il n'y aura pas de sous-métier. Je m'explique. Si par exemple, tu vois que ton enfant aime construire, il est très bon dans la construction des choses. Prenons cet exemple-là. Tu peux par exemple le pousser à faire des métiers d'architecture. Il n'est pas obligé d'être architecte. Non, non. Il peut être un technicien, un très bon technicien pour construire les maisons. Il sera davantage épanoui dans ce domaine-là, même si parfois c'est des métiers un peu durs. Mais quand même, c'est des métiers, il est dans son domaine et ça gagne quand même. Ça gagne bien par rapport à quelqu'un qui aura fait bac plus 12 et qui est maître de conf, qui gagne à peu près, mais un maître de conf n'est même pas 2 000 € pour commencer. C'est quand même gravissime. Donc, quelqu'un qui part du fait il aime construire, même s'il n'est pas forcément architecte, mais peut être un technicien ou alors un ingénieur en génie civil, etc. Si tu peux le pousser à ça, si c'est quelqu'un en plus qui aime faire des études. Mais si c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout se prendre la tête à aller se faire les longues études, bien, va rester dans des choses manuelles et ça va toujours le faire vivre. Bon, c'est des comparaisons pour vous montrer combien c'est important de faire un bon choix de cursus scolaire qui vont déterminer ce que nous serons demain. Parce que pour se rattraper plus tard, c'est parfois un peu difficile. On peut se rattraper, rien n'est impossible, hein, c'est pas du tout impossible, mais ça peut parfois s'avérer compliqué et difficile pour faire des parallèles, des passerelles également. Euh, ça peut s'avérer un peu ardu. Donc, vaut mieux partir sur un bon cursus de départ et pouvoir faire un bon choix avant de vraiment déterminer son avenir. On sait aujourd'hui que beaucoup de gens font un travail qui ne les plaît pas. C'est aussi par rapport au choix du départ. Tu fais un travail qui ne te plaît pas, alors juste pour manger. Tu te retrouves à faire un travail mange, un travail juste gagne-pain. La majorité, hein, ouais, font un travail gagne-pain. Des personnes qui n'ont même jamais rêvé faire ci, ça, juste parce qu'il faut qu'ils mangent. Voilà à peu près. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler ici également des métiers d'avenir. Quels sont les métiers d'avenir aujourd'hui? On a tout ce qui est les métiers qui tournent autour de l'environnement, tout ce qui est environnemental, éolien, hydraulique, solaire et tout. Ça, c'est les métiers d'avenir, hein, depuis quelque temps, mais qui ont le vent en poupe. Tu peux bien gagner, c'est vraiment de bons métiers. Mais là, il faut quand même aussi pouvoir faire des études, hein, faire un peu d'études d'ingénierie ou alors des études techniques. Et peut être bien aussi, c'est des métiers d'avenir. Après, dans ces métiers d'avenir, on a également les métiers du bien-être. Par exemple, on sait aujourd'hui que les gens aiment prendre soin d'eux. Je ne sais pas si c'est venu par Internet ou alors tu vois quelqu'un se maquiller. Vous allez rigoler de ma dernière vidéo. J'étais maquillée. Oh là 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 là. J'ai fait des trucs impossibles sur mes cils. Allez-y, je crois que c'est la vidéo sur justement le docteur Bokhari où
où mon maquillage est catastrophique. Si on peut rigoler de soi-même, je rigole de moi-même ici. Allez, revenons sur le vif du sujet. Quand j'ai regardé à nouveau cette vidéo, oh, mais dis donc, c'est comme ça que j'étais maquillée. Ouah. Bon, c'est pas souvent que je me maquille, mais bon, quand même, là, je me suis bien amusée à faire des gros traits là, machin. Bon. Si on peut rigoler de soi, je ne suis pas une maquilleuse, hein. J'essaye de faire un petit peu des choses sympas. Parfois, ça rate, parfois, ça marche. Et là, ça a raté dans cette vidéo de Dr. Boukari, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder. Vous allez voir comment je me suis massacré le visage vite fait pour pouvoir faire cette vidéo. Bon, revenons sur le bien-être. Le bien-être, c'est aussi un métier d'avenir. Ici, on remarque que les personnes sont vraiment ici, peut-être avec l'essor d'Internet où on voit les autres faire la beauté et tout. Enfin, c'est quand même les métiers du bien-être, hein. Massage, on pense tout de suite massage, des choses comme ça, coiffure, faire ses coiffures, faire le maquillage lors du mariage, ou alors lors des événements de mariage, des événements festifs. Il y a des personnes, hein, des auto-entrepreneuses qui se déplacent pour vous rendre belle même chez vous. C'est les métiers du bien-être. C'est les infirmières et tout. Enfin, on voit tout de suite, quand on parle bien-être concernant les infirmières, on voit la technicité, etc. Mais les infirmières également sont très proches des gens, les aides-soignantes et tout. C'est des métiers d'avenir qui vont se doubler parce que la population, si tu es en Occident, la population occidentale se vieillit. Elle est vieillissante. Donc, on a besoin des personnes qui s'occupent des personnes âgées qui sont aujourd'hui un vrai moteur économique dans des sociétés occidentales. Et si tu es en Afrique, on sait également que les métiers du bien-être, infirmière, etc., ça n'a pas encore le vent en poupe. Les maisons de retraite, je ne sais pas si ça va venir un jour en Afrique, mais bon, je ne le souhaite pas trop. Pas trop parce que c'est pas toujours là où vraiment c'est dans des cas extrêmes qu'on peut se retrouver en maison de retraite. C'est pas quelque chose que je souhaiterais en Afrique tout de suite. Franchement, avec l'évolution, c'est pas quelque chose que j'aurais souhaité tout de suite en Afrique. Vraiment, il faut que ça vienne le plus tard possible parce qu'on sait ce que c'est. Parfois, les maisons de retraite en Occident, c'est pas toujours un endroit très agréable. En Europe du Nord, c'est autre chose. C'est différent. Franchement, une maison de retraite, waouh. Ils mettent du paquet dans les maisons de retraite. Parce que c'est des personnes qui apportent aussi de l'argent dans la société. Les personnes âgées ici sont des personnes qui ont l'argent parce que c'est la majorité, hein. Je ne parle pas des cas quand même isolés, mais qui ont bien fait leur vie ont quand même de l'argent, et souvent sont dans des très bonnes maisons de retraite en Europe du Nord. Souvent, les États de l'Europe du Nord mettent le paquet dessus parce que, voilà, c'est des personnes qui ont besoin d'être bien traitées. C'est très bien, quoi. Les soins sont top. Pour revenir à l'Afrique, je disais que j'aimerais que ce système arrive très tardivement en Afrique. Parce que j'ai regardé une vidéo, c'était en Côte d'Ivoire. Et je me suis vraiment rendu compte que ça va être compliqué que cela arrive en Afrique. On est mieux traité en famille en Afrique en tant que personne âgée que dans ces lieux-là. En Côte d'Ivoire, j'ai vu que il y avait une maison de retraite qui avait été ouverte à Bingerville. Et cette maison de retraite est quasiment vide. Et on pose la question aux populations. Mais comment est-ce que vous n'allez pas dans la maison de retraite et tout? Vous serez bien traité, machin. La majorité des personnes à qui on a posé la question, des personnes âgées, disent, mais non, pas, non, 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 non. Je préfère rester chez moi, dans ma famille. Au moins, quand je me lève le matin, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants viennent à me dire, ah, mamie, grand-mère, et pourquoi tu n'es pas debout? Comment tu as mal? Qu'est-ce qui se passe? Alors que dans une maison de retraite, on va quand même te faire poireauter. Pour s'occuper de toi, c'est compliqué. Enfin, on va te parler mal, aucun respect. Alors que dans ta famille, on sait que c'est toi, à partir de toi, que vient toute cette descendance. Donc, il y a une sorte de respect qui est donné à la personne âgée en Afrique. Donc, franchement, c'est des personnes à qui on reconnaît le travail, surtout quand tu as fait une grande famille. Et même quand tu n'en as pas fait, on reconnaît ce que tu as fait seulement par le fait que tu aies des cheveux blancs. Et ça a également des travers au point où j'ai remarqué que certaines personnes en Afrique aiment devenir vieux pour qu'on les respecte. Oh, moi, je suis vieille, j'ai 40 ans, hein, mais 50 ans, mais je peux même te mettre au monde, hein. Oh, mon fils. On appelle tout le monde mon fils, ma fille. Et les petits, les plus jeunes appellent mon père, papa, maman. Bon, voilà. C'est un peu, c'est aussi un peu les revers de ce système-là où les plus âgés maintenant veulent être trop âgés tout de suite, même s'ils ne le sont pas, parce qu'ils veulent gagner en respect. Ça, c'est ce que j'ai constaté, hein.
Vous me direz le contraire si c'est ou alors vous avez d'autres raisons, allez-y dans les commentaires, mais moi je trouve ça un peu bon, c'est pas la peine de se faire vieux parce que 40 ans, c'est pas si vieux que ça, hein. 50 ans, ça va, hein, bon, 60 ans, oui, on commence à glisser petit à petit, mais on va pas se faire vieux avant l'heure, juste parce qu'on veut le respect. Donc bien-être, cet aspect, j'aimerais de moins en moins que ça arrive vraiment en Afrique. J'aimerais vraiment que ça arrive très tardivement, voire même jamais en Afrique. Le bien-être des personnes âgées. J'ai pris un peu de temps dessus parce que c'était un point qui me tenait à cœur. En métier d'avenir, on a également les métiers du numérique et de la technologie. Je donne l'exemple, être développeur des logiciels, développeur web, community manager, expert en cybersécurité. On a également les spécialistes en intelligence artificielle. Vraiment, tous ces métiers sont les métiers d'avenir et ça vraiment le vent en poupe. Les métiers de l'intelligence artificielle, cybersécurité, cybervigilance, métiers du web. Franchement, là, c'est des métiers de l'avenir, quoi. Donc, si vous avez votre enfant qui veut se lancer, lancez-le, poussez-le, que d'aller le faire faire, lui faire faire des métiers ou de longues études qui n'y riment à rien. Alors que si il fait des métiers comme cybersécurité, concepteur des réalités virtuelles, des réalités virtuelles, et tu es vraiment dans du virtuel. Beaucoup de gens, combien de temps toi et moi passons sur Internet, que les gens passent généralement sur Internet, on comprend que c'est quand même pas moins de 2 heures par jour. C'est quand même beaucoup. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est véritablement ici des métiers focus de l'avenir. Les métiers, ce qui évolue également, hein, tous ces métiers évoluent et il faut se mettre à jour régulièrement et aller quoi à fond. On a également les métiers de l'éducation en ligne. On a vu les coachs, toutes sortes de coachs émerger ces derniers temps, sauf que souvent ces coachs ne sont pas très qualifiés. Oh, pardon, s'il vous plaît, si vous êtes coach, ne venez pas ne venez pas me marteler ici, mais vous-même, vous êtes d'accord que parfois, il manque des formations dans ces coachs de vie, coach en ceci, coach en cela, les coachs professionnels qui n'ont jamais eu aucune éducation. Bon, je suis d'accord qu'on ne doit pas forcément s'éduquer en tout et que l'expérience de la vie peut également être, la vie même, son expérience est un véritable, la vie même, l'expérimenter est un véritable coaching. Quand tu as vécu la vie, quand tu as vraiment eu certaines expériences, tu dis, waouh, la vie est un véritable coaching. Je suis d'accord qu'on peut être coach de vie parce qu'on a une certaine expérience de la vie. Parce qu'on a vécu une vie qui te donne euh, une légitimité à donner des conseils aux autres. Surtout quand tu as traversé les mêmes expériences ou alors quand tu as le flair à détecter où est le mal. Oui, tu peux être coach de vie à partir de ta propre vie, des expériences que tu auras reçues, de ci ou de ça. Mais on voit trop attention également à ces formations en ligne, formations tout au long de la vie, les métiers de l'éducation en ligne, là, franchement, il faut aussi faire attention. Il faut vraiment ouvrir les yeux et regarder si ce coach peut m'amener loin. Est-ce qu'il peut m'apporter ou elle peut m'apporter de la valeur ajoutée dans ma propre vie ou alors tu vas aller, mais je vais vous assurer, moi j'ai eu une expérience malheureuse, hein, sur un coaching. Internet venait de commencer, enfin, il y a environ 6 ans de cela. Et la personne était novice en coaching. Coaching, en marketing. Mais je vous assure que en business, machin et tout, mais j'ai dépensé 650 euros pour 30 minutes. Mais je me suis mordu les doigts. Je me suis mordu les doigts. J'aurais jamais dû dépenser autant d'argent. 650 euros en 30 minutes de consultation. C'est après, mais qu'est-ce que je viens de faire? Surtout ne tombez pas dans des choses comme ça. Le business, tu veux faire le business? Ouvre les yeux vers qui tu vas aller demander tes aides. Ou alors tu vas aller demander, euh, tu veux aller demander des conseils. Parce que tu as des tarifs là dehors, mais écoute, non, va te former à faire le business auprès des vrais professionnels. Que de passer par des personnes en ligne qui, soi-disant, sont des hyper pros en business et vont te faire, ils te font miroiter des choses qui ne sont pas. Pour ce genre de choses, il faut vraiment aller vers des personnes qui ont réellement de la matière. Que tu vois que c'est des personnes qui sont passées par là, qui ont cette expertise-là, et tu vois leur réalisation. Mais pas des personnes qui viennent dire, mais je suis coach en business. Tu as fait quoi? Montre-moi tes business.
que je regarde, que je vois et que je dise oui, effectivement, que je t'avalise, que je te donne du crédit, que je te donne, mais plus jamais j'irai, enfin, déjà, je ne fais plus du tout ces choses. Oh, le business, c'est ici, je vais vous montrer comment ça marche. Vous pouvez continuer à travailler en faisant vos business. Je ne dis pas non, ce n'est pas, c'est pas que ça ne se fait pas. Ça peut se faire. Mais ces personnes vont vous miroiter comme quoi il faut laisser votre travail et aller faire du business parce que c'est le business qui paye plus et ils vont vous coacher, ils vous coachent et ça devient de l'arnaque. Parce que moi, j'appelle ça 650 € en 30 minutes. Franchement, c'est de l'arnaque. Surtout éviter des coachings, voilà, des coachings qui sont interrogatifs. On a également les secteurs de projet. Moi, m'étant dans le domaine du projet, de l'expertise de projet, c'est un secteur qui est en vue, qui a du vent en poupe parce que les gens aiment aujourd'hui travailler en mode projet. Tu prends quelque chose que tu vas gérer en un temps déterminé. Ce n'est plus comme avant où on était un peu dans le système archaïque, où tu travailles un peu et tu te focalises juste sur les rentrées, les rentrées d'argent et puis un peu le système classique, gouvernemental, administratif et tout ça. Mais aujourd'hui, on a vu que les gens travaillent davantage en termes de projet. Tu prends par exemple que ce soit en entreprise ou alors dans une association, tu es capable, tu organises par exemple un projet de solidarité autour de la récolte des fonds lambda pour. Bon, tu le mets en place, tu sais que là-dedans, tu vas solliciter, par exemple, un concert pour te récolter les fonds, pour t'aider à récolter les fonds. Et ensuite, tu vas rencontrer cette association pour lui remettre de l'argent. Donc, c'est des sociétés, c'est des projets, des projets comme ça, et que il y a un projet avec un top départ et une fin. Un projet a un temps de départ et un temps de fin. On est plutôt dans ce type de fonctionnement. Pour des projets solidaires ou alors des projets de transition écologique, on a également des méga projets qui peuvent durer tout au long, enfin qui peuvent durer sur des années, hein, avec vraiment des budgets énormissimes et qui sont généralement des projets complexes où tu vas nécessiter des personnes avec un écosystème international où tu as besoin de plusieurs partenaires, des parties prenantes, des industriels, des gouvernements, la société civile. Donc, mais toujours est-il qu'il y a un temps de début et un temps de fin. Par exemple, si tu veux faire une méga autoroute, par exemple, l'autoroute qui prend du temps à se mettre en place au Cameroun, cette autoroute-là, c'est un méga projet. L'autoroute, si je prends le cas d'Afrique, spécifiquement le cas du Cameroun, c'est un méga projet, celui-ci. On est dans la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala. Et cette autoroute, il se pourrait, hein, si je ne me trompe pas, ça fait des années qu'on essaye de terminer cette autoroute, n'a jamais fait 60 kilomètres, si je ne me trompe pas. Reprenez-moi si c'est pas vrai. Mais ça fait des années qu'ils y sont. C'est un méga projet qui n'a jamais vu de fin, ou je ne sais pas, on ne sait pas quand est-ce que il prendra fin, ce méga projet. Pour exemple, voilà un exemple de méga projet. On travaille beaucoup aujourd'hui par projet. C'est également un métier d'avenir, un métier qui a du vent en poupe. Conduire un projet, coordonner un projet, que ce soit associatif, que ce soit dans des entreprises. Les entreprises sont également à la recherche de ce type de travail. Travailler en mode projet. Voilà, la liste est non exhaustive, hein. Vous pouvez aller compléter. Oh, je n'ai pas parlé d'informaticien. Enfin, tout cela tourne autour du numérique. Tout ce qui est numérique, c'est vraiment ça, beaucoup de vent en poupe. Donc, si vous avez d'autres suggestions de la liste, hein, allez-y dans les commentaires, mettez-les-moi. Et je vous dis merci, vous êtes arrivés ici à l'instant T de cette vidéo. Sur ce, à très bientôt à une autre vidéo. Ciao, ciao.